Bonjour à tous, Bonjour à tous. bienvenue dans ce nouveau webinaire. Comme vous savez, on a l'habitude d'être ponctuel chez Stoic. On démarrera donc d'ici une petite minute. Voilà, 11h01, on va démarrer. Bienvenue à tous. Très très heureux de vous retrouver pour ce nouveau webinaire consacré cette fois à notre rapport des sinistralités. Comme vous savez, c'est important pour Stoic de donner les ressources à ses partenaires courtiers pour aborder le risque cyber avec aisance et confort. C'est pour ça aussi que le dernier webinaire était revenu sur les objections les plus fréquentes que nos partenaires courtiers rencontrent sur le terrain. Donc, c'est évidemment une bonne manière aussi d'amener le sujet sur la table pour anticiper les objections des clients et disposer des outils pour pouvoir les contrer. Cette fois, mais ça va se concentrer sur les sinistres et particulièrement sur ceux qu'on a observés en 2025. C'est évidemment une approche intéressante aussi de pouvoir proposer, enfin, présenter plutôt des cas concrets de sinistres pour faire comprendre aux entreprises typiquement à quels risques elles sont soumises et les conséquences que ça peut avoir. Donc, c'est tout l'intérêt du webinaire d'aujourd'hui à travers notre dernier rapport de sinistralité. Vous faire comprendre quelles sont les dernières tendances, quelles sont les prévisions pour les prochains mois, pour pouvoir encore une fois tenter d'équiper vos clients avec une assurance complète et des outils de prévention dont on parlera également. Avec vous aujourd'hui, de mon côté, j'ai le plaisir d'être le responsable pour Stoic en Belgique francophone et je suis accompagné de mon collègue Ayoub que je laisse se présenter. Merci à toi, Christophe. Ayoub Mena, je fais partie des équipes de réponse à incidents de Stoic. Donc, c'est nous qui gérons au quotidien l'ensemble des incidents cyber de nos assurés. On est là au front avec eux dès lors qu'un incident cyber est avéré. Merci Ayoub. L'agenda pour aujourd'hui, il est assez dense, mais comme d'habitude, on va essayer de se tenir dans l'heure qu'on a prévue. On laissera aussi un petit créneau pour poser des questions. N'hésitez pas à en poser dans le canal questions tout au long du webinaire et on s'arrêtera une fois qu'on voit une question. Comme ça, on rend ça dynamique aussi. Et c'est encore frais dans notre tête quand la question est posée. Comme d'habitude, on commencera par un petit récapitulatif sur qui est Stoic et sur les dernières évolutions. Ensuite, on reviendra sur une vue d'ensemble sur ce qu'on a observé en 2025 au niveau des sinistres. On voit qu'il y a des très grosses tendances qui se détachent en 2025. On mettra ensuite un focus sur les cas de ransomware, qui, on le verra, ne sont pas spécialement les sinistres les plus fréquents, euh, au contraire de tout ce qui est fraude et compromission de messagerie, qui sera le sujet suivant. Mais les ransomware ont cette particularité d'être particulièrement vilains pour une entreprise en termes d'impact et de conséquences. Et pour l'équipe d'Ayoub, la complexité d'un ransomware rend le travail d'investigation et de gestion de l'incident tout aussi complexe, mais il démontrera que Stoic est évidemment équipé pour gérer ça.
En cinquième point, on reviendra aussi sur tout ce qui est supply chain et risque systémique. Donc, le supply chain, c'est finalement le rôle que jouent vos clients dans la supply chain. Donc, admettons que votre client ne soit peut-être pas directement menacé, mais potentiellement, ses fournisseurs le sont. Donc, ça peut avoir un impact direct sur votre client. Mais il y a aussi le cas où votre client serait par exemple le fournisseur d'une entité critique au sens de NIS 2 par exemple. Donc NIS 2 qui est la nouvelle réglementation européenne retranscrite en droit belge qui impose à toute une série d'entreprises dépendant de leur profil d'avoir un niveau de sécurité relativement élevé dépendant de leur criticité. Et donc, potentiellement, votre client est un fournisseur de ces entités et du coup, leur client imposera à votre client également un certain niveau de sécurité. Et le risque systémique, évidemment, dans un écosystème qui se numérise de plus en plus et qui est de plus en plus dépendant de ces systèmes informatiques et de ces fournisseurs informatiques en particulier, c'est évidemment une menace qui pend au nez de nos entreprises aujourd'hui, qu'un fournisseur qui fournit des milliers, voire des millions d'entreprises soit lui-même victime d'une attaque, avec du coup des impacts sur vos clients. Et puis on terminera avec des perspectives pour 2026, où on verra que l'intelligence artificielle, notamment, est quelque chose à surveiller de très près, car on s'attend à avoir une augmentation, certainement, mais aussi, et Ayoub en parlera mieux que moi, mais aussi un certain changement au niveau des techniques d'attaque et autres. Donc, on terminera là-dessus. Alors, Stoic, rapidement. Donc, vous savez qu'on existe depuis 2021, depuis septembre 2025 en Belgique. La Belgique étant le 6e pays européen déployé par Stoic. On assure aujourd'hui un peu plus de 11 000 entreprises en Europe, avec plus de 250 en Belgique. Et vu qu'on a été créé en septembre 2025, c'est évidemment un chiffre assez important sur un délai de 5 mois. Notre unique canal de distribution reste et restera le courtage. On collabore aujourd'hui avec plus de 2000 courtiers partenaires en Europe et un peu plus de 200 en Belgique aujourd'hui. Et on entend par courtier partenaire un courtier qui a déjà vendu minimum une police Stoic. Et alors, au niveau des équipes, ça grandit très vite aussi. On est aujourd'hui 130 et 5 dédiés à la Belgique, même 6, on le verra par après. Et ce que j'aime bien signaler sur ce chiffre, c'est que dès le départ, Stoic a pris le virage de la cybersécurité. Donc, on ne fait que ça. Et sur les 130 collaborateurs, il y a un tiers qui a un profil d'ingénieur en informatique, d'ingénieur civil, d'expert en cybersécurité, des profils de développeurs également, car vous le savez et vous le verrez, tout est fait en interne chez Stoic, y compris le développement de tout ce qui est applicatif et des outils de prévention qu'on met à disposition de nos clients. Un tiers des collaborateurs a un profil plutôt assurantiel, donc des souscripteurs. Et un tiers est dédié aux opérations type finance, commerce et autres. Donc, c'est important de noter que la force de Stoic, c'est clairement d'avoir pris dès le départ ce virage de cybersécurité et de s'être entouré d'experts en la matière. Et tout ce monde-là est parvenu à travailler en harmonie pour proposer ce qui nous semble être une belle solution complète aux entreprises en Europe. Stoic est un souscripteur mandaté. Donc, on fait tout de A à Z, y compris la gestion de sinistres, et on le verra, et vous l'avez deviné, notamment avec le rapport dont on va vous parler. Par contre, nos porteurs de risques, donc là où est la capacité d'assurance le jour où on doit indemniser, sont Tokio Marine HCC, qu'on voit tout en bas de la liste ici à l'écran,
et Axeria, qui n'est pas repris ici, mais qui est un assureur français qui s'est spécialisé dans les marchés de niche comme le nôtre et qui, au niveau solidité financière aux agences de notation, revendique la même note que Tokio Marine HCC. Alors, on est réassuré par Swiss Re, qui est la première maison à nous avoir fait confiance en 2021. Et Munich Re est un de nos investisseurs. Donc, Stoic est entouré de très belles institutions qui revendiquent évidemment une solidité qui nous permet de nous projeter sur du très long terme. Et c'est bien l'objectif de Stoic. Donc, voilà pour les institutions qui nous entourent. Alors, Stoic Belgique, on est aujourd'hui 6 collaborateurs. On est 3 physiquement présents en Belgique. Mais donc, pour commencer de gauche à droite sur la photo, on a d'abord notre collègue Yvonne qui est dédiée à tout ce qui est post-sales. Donc, faire en sorte que le courtier vive la meilleure expérience possible avec Stoic une fois que le contrat a été signé. De mon côté, comme je l'indiquais, j'ai le plaisir d'être responsable du développement de notre réseau de partenaires en Belgique francophone et je suis moi-même basé en Belgique. J'ai mon équivalent pour la Belgique néerlandophone qui est Alexandra, également basée en Belgique. Notre country manager, Steph, également basé en Belgique. On a ensuite Yara, Yara qui est la souscriptrice dédiée au marché belge, mais qui est, elle, basée à Paris. Et on termine par notre collègue Denis, qui est un collègue de Ayoub, qui a donc la responsabilité de gérer les incidents que nos clients néerlandophones vivent. Et de mon côté, pour la Belgique francophone, j'ai évidemment la chance de bénéficier de l'équipe d'Ayoub francophone. Donc là, en l'occurrence, le client est directement mis en relation avec l'équipe d'Ayoub. Donc l'idée de Stoic au niveau de la gestion des incidents, c'est de permettre au client de parler dans sa langue. Pour être très clair, donc c'est pas en anglais, c'est pas en espagnol. Le but est de pouvoir permettre au client, dans la gestion d'une crise qui n'est jamais très gaie, de pouvoir parler dans sa langue, ce qui rend les choses évidemment plus confortables. Alors, la mission de Stoic et l'objectif, il est très simple. On parle beaucoup et particulièrement encore depuis quelques jours du réarmement de l'Europe, mais aussi et surtout de la nécessité de prendre des initiatives pour accélérer la défense de l'Europe face aux menaces qui nous entourent, et elles sont nombreuses, et le cyber en fait clairement partie. Et donc, notre objectif est de protéger les entreprises dans toute l'Europe avec une belle solution de cybersécurité. Et à ce titre, être considéré comme le CISO de l'Europe, donc le RSSI, le responsable de la sécurité des systèmes d'information. Voilà, je passe la main à Ayoub. Merci Christophe pour ce début de présentation. Je me permets de revenir sur certains chiffres pour vous donner vraiment une vue d'ensemble sur l'année 2025 comparée aux années précédentes. Comme vous pouvez le voir à l'écran, on voit une recrudescence des attaques cyber. La fréquence des sinistres globales sur notre portefeuille a grandement augmenté. On peut voir que ça a presque doublé en l'espace d'un an. On est passé de une fréquence de sinistres de 4,34% en 2024 jusqu'à 10,5% en 2025. Pour vous donner ça en termes de chiffres, durant l'année 2024, on avait traité environ 300 incidents cyber sur notre portefeuille d'assurés, comparé à plus de 800 en 2025. Donc vraiment, cette année, on voit une sorte d'intensification de la menace cyber. Comme vous pouvez le voir, dans un premier temps, on a une amplification de cette menace qui est portée par de l'automatisation. On a vu l'essor de l'intelligence artificielle au fur des années. Et en 2025, on voit que c'est vraiment au devant de la scène. Et c'est aussi au devant de la scène du côté cyber. On voit que les attaquants ont pas mal d'outils à leur disposition qui rend
l'attaque sur le pan cyber un peu plus facile et largement plus disponible. On a davantage d'attaquants qui arrivent à compromettre des systèmes d'information, des systèmes métiers, euh, pour mener à bien leurs attaques. Derrière, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que même si on a cette intensification de la menace, on a aussi l'amélioration de la détection, aussi de la visibilité. Typiquement, on arrive à voir les attaques cyber venir à travers différents systèmes. Christophe en parlait en début, on parlait de Stoic MDR. C'est un produit qui est disponible de notre côté. Donc, c'est le Managed Detection and Response. Typiquement, c'est un EDR qui est managé par un SOC. C'est quelque chose dont on parle au fur et à mesure dans le marché belge, et je laisserai Christophe me compléter à ce niveau-là. Et c'est quelque chose qui arrive au fur et à mesure. Typiquement, cette brique nous permet d'avoir une surveillance plus étendue et une meilleure visibilité du système d'information de nos différents assurés à travers la solution. Donc, c'est un EDR. Et ce qui nous permet de voir les signes précoces, mais aussi de voir les débuts de compromission qui nous permettent de les détecter de manière plus efficace et de manière plus fiable. Ce qui se passait, c'est qu'auparavant, la plupart des incidents pouvaient passer au début de manière inaperçue. On s'apercevait vraiment de l'incident cyber une fois qu'il avait touché un système d'information. Mais là, en fait, on arrive à le voir en amont, ce qui permet d'avoir une meilleure visibilité. Et en derrière, on a aussi le volet reporting, je dirais, dans le sens où maintenant nos assurés sont plus enclins à nous appeler déjà dans un premier temps dès lors qu'ils voient des problèmes sur leur système d'information, dès le début d'un ralentissement ou même d'une suspicion de compromission, on reçoit des appels, ce qui nous permet derrière d'investiguer et aussi de comprendre si vraiment on a un incident cyber qui est avéré ou pas. Donc là, on a vraiment l'outil opérationnel de réponse à incident qui arrive dans le devant de la scène, hein. Cette fameuse ligne d'astreinte qui est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour nos assurés. Et derrière, on a aussi la notification de la part de nos différents assurés sur ce volet, qui nous permet d'être les plus rapides possibles pour répondre à un incident qui est en cours. En ce qui concerne les incidents qui sont déclarés par nos assurés, comme vous pouvez le voir, on a vraiment une fréquence qui est assez haute sur la partie incident qui est liée aux adresses email. Donc 60% des cas qui nous sont remontés sont vraiment liés à une compromission, on va dire, qui est liée soit à une adresse email, soit à un phishing ou des choses qui sont en lien avec vraiment le volet adresse email et tout ce qui est outils de mailing. C'est vraiment le numéro 1 en termes d'incidents de notre côté. C'est ce qu'on traite au quotidien le plus et c'est là où la fréquence est la plus élevée. Par la suite, on a aussi les autres incidents. On a de la compromission d'un actif qui est exposé sur Internet. Donc là, typiquement, c'est un serveur web, par exemple un site web qui est exposé, ou même des accès à distance qui sont exposés sur Internet. On a de la compromission d'actifs en interne qui représente 7%. Par exemple, on a de la compromission de serveurs en interne qui ne sont pas exposés. Là, c'est là où on fait la différence. C'est vraiment sur l'exposition sur Internet. Et en dernier, on a le volet ransomware. C'est le fameux scénario le plus redouté de la part de notre part, mais aussi de la part de nos assurés. Pourquoi? Parce que le ransomware, c'est vraiment l'incident cyber avec le plus d'intensité. Je passe à la suite. Pour reparler des deux plus gros on va dire, incidents que l'on gère au quotidien, hein, comme dit le ransomware et la fraude qui est liée aux adresses email, c'est là où vraiment on a le plus de pertes. Pourquoi? Parce que la fraude, c'est là où on a par exemple des virements qui sont réalisés ou autres, et le ransomware, par son intensité, c'est là où on a le plus d'arrêts de la part de nos assurés, là où on a le plus de pertes et d'exploitation, ce qui génère aussi pas mal d'arrêts d'activité du côté de nos assurés. En ce qui concerne la fraude au virement, hein, si je reviens vraiment au cas par cas, comme dit, on a l'IA qui est un levier d'accélération de ce type de compromission. Typiquement, on voit en fait en 2025 que l'IA a permis de rendre ces attaques-là beaucoup plus efficaces. On voit que la génération, par exemple, des emails de phishing ou même des emails qui sont envoyés durant ces attaques sont de plus en plus mieux travaillés et ils sont aussi irréprochables, par exemple sur le volet de la grammaire ou même sur
le langage qui est utilisé pour, on va dire, tromper les, les employés et les collaborateurs, bah, tout ça, c'est beaucoup plus travaillé et adapté même au contexte local. Typiquement, auparavant, on voyait des mails de phishing ou même des mails pour réaliser de la fraude au virement qui étaient identiques pour différents clients. Mais là, on remarque que les attaquants sont beaucoup plus au fait de ce que font par exemple les entreprises, de qui est le collaborateur, quel métier il exerce au sein de l'entreprise. Et derrière, à travers de l'IA, par exemple, ils arrivent à créer des emails de plus en plus personnalisés qui vont aller rendre la chose la plus réelle possible et donc, in fine, tromper l'utilisateur pour soit réaliser un virement, changer par exemple des coordonnées bancaires ou quoi que ce soit pour au final mener à bien leur scénario qui est vraiment de faire de la fraude au virement la plupart du temps. Comme vous le savez aussi, à travers l'IA, on voit aussi d'autres scénarios qui sont aussi très bien ficelés. Typiquement, maintenant, on arrive à soit cloner la voix des dirigeants ou la voix des fournisseurs. On arrive même à réaliser des vidéos qui sont beaucoup plus réalistes avec le visage des différents collaborateurs d'une même entreprise. Et tout ça, ça permet de mener à bien ces scénarios. On a également les fuites de données. On voit qu'il y a pas mal de fuites de données ces derniers temps. Bah, toutes ces fuites de données, en fait, les attaquants vont aussi les utiliser pour mener à bien leur scénario, pour exploiter ces données maintenant qui sont publiques, pour personnaliser, comme dit, les différentes escroqueries et mails qui sont envoyés. Et tout cela, ça a pour résultat de rendre vraiment les fraudes plus crédibles, plus efficaces. Et derrière, même si on met des processus en place, ces processus sont contournés à travers l'ensemble de ces informations qui sont totalement divulguées. Dans un deuxième volet, on a le ransomware, c'est ce dont on parlait auparavant. Le ransomware, c'est une attaque qui va mettre à mal un système d'information en chiffrant l'ensemble des données. Le ransomware aussi, il a une double casquette. Dans un premier temps, on aura donc le chiffrement du système d'information. Donc, on va mettre à pied l'entreprise pendant un certain moment, mais derrière, on a aussi de l'exfiltration de données. Donc, typiquement, on a cette double rançon. On a la rançon pour redonner la main sur le système d'information, mais derrière, on a aussi la rançon pour libérer les données et ne pas les divulguer. Donc, c'est là où on a une double pression qui est mise sur l'assuré, ce qui rend aussi des stratégies les stratégies de coercion aussi plus accrues, parce que derrière, on force la main, ce qui fait que on a cette pression qui est beaucoup plus forte dès lors qu'on travaille sur ce type d'incident. Et en fait, on va dire ces deux catégories d'attaques maintenant, elles sont beaucoup plus présentes aussi parce qu'on a de l'exploitation de différents vecteurs d'infection qui sont présents. Donc, on a par exemple le détournement de logiciels de confiance, typiquement que ce soit des extensions de navigateurs avec la recrudescence d'extensions, par exemple, qui sont liées avec de l'intelligence artificielle. On voit que les attaquants vont créer des logiciels qui sont totalement légitimes au début, mais derrière, dont on va détourner l'utilisation pour exfiltrer des données de connexion à distance ou même les mots de passe de vos adresses email. Comme dit, on a aussi l'utilisation de l'IA pour produire de faux sites qui vont piéger les différents utilisateurs dès lors qu'ils essaieront de télécharger un logiciel qui est totalement légitime entre guillemets, mais à travers le détournement soit des sites web, soit du nom des sites web, on arrive à produire ces fausses applications. Et derrière, on a aussi la dissimulation d'activités malveillantes dans des workflows utilisateurs ordinaires, soit à travers la compromission, comme dit, d'applications ou même de flux de mails dès lors qu'on a compromis une adresse email. Donc, en fait, l'ensemble de ces méthodes rendent, on va dire, l'exercice beaucoup plus facile pour les attaquants pour mener à bien leurs attaques. En ce qui concerne la répartition sectorielle, pour tout ce qui est attaque, on voit que le risque cyber se focalise sur tout type d'entreprise. En fait, on n'a vraiment pas un type d'entreprise qui est le plus visé par un type d'attaque. En fait, comme vous le voyez, hein, l'ensemble des secteurs d'activité sont touchés par les attaques informatiques, que ce soit les ransomware, que ce soit les fraudes au virement ou même la compromission de boîte mail. En fait, ce qu'on remarque également, c'est que aujourd'hui,
Toute entreprise utilise un système de mailing, hein. Je pense que ça, c'est nécessaire et c'est principal à l'activité de toute entreprise. Comme dit, l'activité, elle repose fortement sur les échanges de mails. La facturation, la plupart du temps, elle passe également par la partie mailing, et cetera. Donc tout le monde est visé par ce type de fraude et de compromission de boîte mail. Et derrière, on a aussi le ransomware qui touche l'ensemble de ces entreprises. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, hein, la répartition des attaques, on voit que par exemple le commerce de gros, hein, tout ce qui est lié à de l'activité commerciale sur l'ensemble des secteurs, hein, alimentaires ou autres, est visé. C'est la cible numéro un des tout ce qui est ransomware, mais aussi fraude, pour une raison simple, hein. On voit que dans ces entreprises, les systèmes qui sont utilisés sont par exemple soit obsolètes, soit on a une hygiène informatique qui est assez faible. On peut dire que c'est un peu les secteurs le moins sensibles à la cybersécurité, et c'est eux qui sont les plus touchés actuellement par ce type d'attaque. En ce qui concerne la saisonnalité, on remarque en fait un pic d'activité sur 3, on va dire, périodes, de l'année. On a la période de mars, hein, qui peut représenter une période de reprise à la suite des fêtes de fin d'année, du nouvel an, et cetera. En fait, c'est là où on voit une recrudescence sur le volet ransomware, hem, pour une raison simple, parce que c'est là où, bon, ben, on a un peu moins de vigilance sur la partie cyber, dans le sens où on a une sorte de reprise d'activité et c'est là où bah, tout le monde se remet dans le bain. Et c'est là où on refait certains processus, on commence à créer de nouvelles choses et c'est là où vraiment on va augmenter la surface d'attaque sur le volet informatique. Euh, on a beaucoup plus d'ingénierie sociale, on a beaucoup plus d'intrusions dans les systèmes d'information, vraiment en mars. Et c'est là où on voit une recrudescence sur le volet ransomware, hein. Je peux en témoigner même dans le mois précédent. À partir de février, on voit vraiment qu'il y a beaucoup plus de ransomware. On en vit assez au quotidien. On parle vraiment d'une fréquence de 1 à 2 ransomware par semaine. Et c'est cette période-là de début d'année où on a une hausse de ce type d'incident. En ce qui concerne juillet et août, là, on a plus de fraude au virement, de compromission de boîte mail, à travers une explosion de l'ingénierie sociale, pour une raison simple, c'est la saison estivale. Donc on a beaucoup plus de personnes qui partent en congé et on a l'absence, de validation, on va dire, des processus en interne, hein, de l'ensemble des processus qui sont mis en place par, on va dire, les responsables et autres. En fait, on a une absence, enfin, excusez-moi, on a un affaiblissement du respect de ces processus. En fait, bon, bah, quand on a des personnes qui vont prendre le poste d'un responsable par intérim, qui n'est pas au vent de l'ensemble des processus de validation ou même des processus internes qui sont mis en place pour se prémunir, on va dire, de l'ensemble de ces problématiques et de ces attaques, bon, on voit qu'on a une explosion des cas de fraude au virement, mais aussi des compromissions de boîte mail. Et au final, on a le volet octobre-novembre, donc fin d'année, on peut le considérer comme ça. On a à ce moment-là une augmentation des vols des identifiants, soit comme je vous en parlais, à travers des info-stealers ou des extensions qui sont détournées, hein, des logiciels dont le fonctionnement ou même l'usage a été détourné pour par exemple, voilà, voler des identifiants. C'est là, en fait, où on voit une recrudescence des ce vol d'identifiants qui, derrière, vont être réutilisés pour mener les fameux ransomware, hein, les fameux incidents de type ransomware en début d'année, vers mars, par exemple. On en parlait juste avant, donc le profil des entreprises, on vous a parlé vraiment on va dire, de secteur d'activité des entreprises. Là, on va plus vous parler de la taille et aussi des classes de risque. En 2025, on voit que la fréquence des sinistres, elle augmente fortement en fonction du chiffre d'affaires des entreprises. On est passé de moins de 10% pour les entreprises qui réalisent, par exemple, 50 millions de chiffre d'affaires à plus de 50% de sinistres pour les entreprises qui réalisent plus de 250 millions d'euros de chiffre d'affaires durant cette année. On voit en fait que les grandes entreprises sont beaucoup plus vulnérables et susceptibles de déclarer un sinistre que les petites entreprises. En fait, pourquoi? Parce qu'on voit que pour ces entreprises qui ont une croissance assez forte et qui réalisent un assez grand chiffre d'affaires, en fait, on voit que
La surface d'attaque, dans un premier temps, elle s'accroît. Donc, typiquement, dès lors qu'on a un essor, on va dire un essor d'activité ou même une expansion de l'entreprise à l'international ou même au national, on voit en fait que bah, on a la nécessité déjà de scale dans le sens où il faut s'adapter à la nouvelle, à ce nouveau pic d'activité. Derrière, on a de nouveaux systèmes d'information qui sont mis en place. On a de nouveaux, par exemple, de nouveaux systèmes qui sont mis à disposition des employés, etc. Mais in fine, le volet cyber ne va pas suivre la même évolution au sein de l'entreprise. Donc, on ne va pas mettre plus de temps sur la partie cybersécurité pour aller sécuriser les systèmes qui ont été nouvellement créés. Et dès qu'on fait cette expansion, en fait, même sur la partie système d'information, derrière, on augmente la surface d'attaque. Et là, c'est des nouvelles portes d'entrée pour les acteurs malveillants avancés. Donc, c'est là où, in fine, on a plus d'opportunités pour ces attaquants et ils vont essayer d'exploiter ces nouvelles portes pour mettre à mal ces entreprises. C'est pour ça qu'on a vraiment une recrudescence des sinistres, même une fréquence qui est très élevée pour ces types d'entreprises. Pour revenir au ransomware, qui est vraiment la menace majeure, je dirais, dans le paysage cyber et même dans le paysage de l'informatique au général, même si on va dire que la fréquence elle est inférieure à des fraudes ou même des compromissions de boîte mail, on voit en fait que l'intensité opérationnelle des ransomware elle est beaucoup plus augmentée euh, durant l'année 2025 pour différentes raisons. Pour vous donner juste un comparatif, hein, entre 2024 et 2025, par exemple en 2024, on passait en moyenne 30 jours pour donc traiter un cas de ransomware, alors qu'on est passé à 48 jours en 2025. Ce qui montre en fait que ces attaques sont de plus en plus complexes et elles mettent à mal vraiment les systèmes d'information. Hein. Même si on a des sauvegardes ou quoi que ce soit, derrière, on prend beaucoup plus de temps à reconstruire un système d'information à cause de sa complexité, à cause de pas mal d'autres facteurs qui rendent la tâche un peu plus ardue. C'est pour ça qu'on passe un peu plus de temps sur ces incidents. Comme dit, un ransomware va chiffrer complètement un système d'information. Donc là, derrière, il faudra vraiment reconstruire tout le système d'information qui a été mis à mal, dans le sens où déjà, on va essayer dans un premier temps de restaurer le système d'information, ce qui nécessite un accompagnement structuré en mettant en coordination différents acteurs, hein, que ce soit les équipes internes des entreprises, mais aussi de travailler aussi avec les prestataires, hein, leurs prestataires au quotidien, qui également les accompagnent et traitent de leurs différents systèmes. Donc c'est là où il y a toute une coordination à mettre en place. Derrière, on a aussi des efforts d'investigation qui sont beaucoup plus notés du fait que les attaquants sont devenus de plus en plus professionnels. Avant, on voyait que les attaquants n'essayaient pas de cacher, on va dire, entre guillemets, leurs traces. Typiquement, ils arrivaient sur un système d'information, ils réalisaient ce qu'ils avaient à réaliser, puis s'en allaient. Là, en fait, ils passent déjà beaucoup plus de temps dans le système d'information pour le comprendre. Donc, on a une phase de reconnaissance qui est beaucoup plus accrue de la part des cybercriminels. Typiquement, ils vont essayer de comprendre l'architecture du système d'information. Ils vont essayer de comprendre les utilisateurs, qui est un utilisateur à responsabilité, qui est un administrateur au sein du système d'information, etc. Et derrière, ils vont déployer leur charge virale. Mais auparavant, ils vont essayer également d'effacer toutes leurs traces. Donc, une fois qu'ils vont réaliser certaines actions, ils vont aller effacer ce qu'ils ont réalisé en supprimant des journaux de connexion, en supprimant des journaux d'audit qui auraient pu nous permettre d'avoir une sorte de chronologie sur ce qui s'est passé. Mais maintenant, on remarque qu'en 2025, même les attaquants se sont professionnalisés sur ce volet-là. Ils sont de plus en plus ils sont meilleurs, pour faire simple. On voit que de leur côté, tout ça, ça s'est professionnalisé. Sur le volet conseil stratégique, donc là, on arrive sur tout le volet, par exemple, juridique, accompagnement sur les différentes obligations auprès de nos assurés. En fait, on voit une baisse des nécessités de notre côté d'intervenir sur ce volet. Pour une raison simple, on voit en fait une maturité qui est plus élevée de la part de nos assurés.
sur tout ce qui est volet réglementation, hein, que ce soit sur le RGPD ou autre. On voit qu'ils sont accompagnés par des DPO en interne. Donc, un DPO, c'est un Data Protection Officer. Typiquement, c'est une personne qui est en charge de la protection des données en interne pour l'entreprise. Et derrière, en fait, nos assurés s'appuient aussi sur leur expertise, et nous aussi, on s'appuie sur leur expertise pour réaliser tout le volet notification, par exemple, aux différentes autorités compétentes sur ce volet-là. C'est pour ça qu'on passe moins un peu de temps sur ce volet. Et en dernier, on a la neutralisation et l'éviction des attaquants. Donc là, on a aussi j'ai envie de dire, une sorte d'augmentation de charge de notre côté, dans le sens où on va aller passer plus de temps à sécuriser le système d'information de nos assurés en mettant en place différentes briques, que ce soit un EDR ou même de mettre à jour des systèmes pour éviter que les attaquants ne reviennent par la suite. Ayoub, désolé de t'interrompre. Juste pour info, il nous reste une petite vingtaine de minutes pour la gestion de la suite. Sans problème. Merci pour le rappel, Christophe. Le point d'entrée principal des attaquants dans un système d'information, il est double, j'ai envie de dire. Dans un premier temps, on a l'exploitation de vulnérabilité technique. Donc, typiquement, on a, pour faire simple, hein, l'exploitation d'une vulnérabilité technique, la plupart du temps, c'est un logiciel qui n'est pas mis à jour, dont une vulnérabilité est publique. Derrière ça, c'est des informations qui sont totalement connues et sues par les attaquants. Donc, ils vont aller essayer de comprendre, donc, comme dit, la surface externe d'un client, d'un assuré, pour voir ce qui pourrait compromettre. Donc là, on a vraiment l'exploitation d'une vulnérabilité qui est publique, avec même j'ai envie de dire, des proof of concept qui sont également publics. Donc, ça simplifie l'exploitation de ces vulnérabilités. L'attaquant va prendre ces différents codes et derrière exploiter cette vulnérabilité pour entrer dans le système d'information. Et dans un deuxième temps, on a la compromission de ce qu'on disait, hein, des identifiants à travers soit les infosealers, soit des identifiants qui sont totalement publics, pour avoir un pied dans le système d'information de nos différents assurés. Donc, une fois que on a en fait un pied dans le système d'information, l'attaquant pourra mener à bien son schéma de compromission pour déployer le fameux ransomware. Derrière, on a aussi la plateforme Stoic Protect. Hein, c'est vraiment une plateforme qu'on met à disposition de l'ensemble de nos assurés. En fait, cette plateforme-là a pour but de contrecarrer, j'ai envie de dire, les deux premiers leviers de compromission qui sont, comme dit, l'exploitation de vulnérabilités techniques, mais aussi les identifiants qui ont été compromis. Nous, Stoic Protect vraiment a pour but de réduire ce risque-là, donc de réduire cette exposition externe pour aider nos assurés à corriger ces volets-là. Donc, typiquement, on a 70% des vulnérabilités critiques, hein, qu'on a, nous, notifiées à travers Stoic Protect, qui ont été corrigées. Ça permet donc d'éviter, comme on disait, l'exploitation d'une vulnérabilité technique. Et dans un deuxième temps, on a aussi le volet scan du dark web. Hein, c'est ce volet-là sur l'application Stoic Protect qui permet de remonter les identifiants qui ont été compromis ou même divulgués sur le dark web. En fait, à travers Stoic Protect, on arrive à aussi réduire l'ensemble des identifiants qui sont valides et qui ont été compromis pour éviter les cas des ransomware. En fait, on remarque également que ça a permis de réduire le cas de ransomware chez nos assurés qui ont corrigé ces vulnérabilités en réduisant leur surface exposée. Et derrière, on évite, voilà, comme dit, le déploiement de ces attaques sur nos différents assurés. En ce qui concerne les ransomware, en 2025, comme dit, on voit vraiment un essor et une recrudescence de ce type de logiciels malveillants qui se déploient sur un ordinateur et qui, derrière, va voler discrètement tous vos identifiants. En fait, les ransomware sont assez discrets, dans le sens qu'ils vont vraiment collecter un grand nombre d'informations qui sont des informations qui sont totalement stockées sur vos navigateurs sans déclencher
ni chiffrement, ni extorsion. En fait, ce sont, on va dire, entre guillemets, des sortes de virus qui sont assez silencieux et qui vont juste récupérer certaines informations et les envoyer directement aux attaquants. Et derrière, ça devient vraiment un marché qui est totalement industrialisé, hein. On a carrément des plateformes qui sont disponibles actuellement sur Internet ou sur le dark web, où bon, ben, on a des groupes cybercriminels qui vont mettre en vente des bases de données qui contiennent euh, des adresses email avec leur mot de passe, ou même des accès VPN également avec les mots de passe. Et ça, en fait, c'est un angle mort qui est assez complexe de voir parce que, en fait, on a deux problématiques. Un infostealer, ça peut toucher et une machine personnelle tant qu'une machine professionnelle. En fait, le problème, c'est qu'on voit que bon, bah, les collaborateurs peuvent se connecter à leur boîte mail depuis leur poste personnel. Et derrière, bon, bah, si on a un infostealer qui était présent sur leur ordinateur personnel, bah, derrière, les identifiants professionnels ont été volés. Et ça, c'est un angle mort dans le sens que ben, ces ordinateurs personnels ne sont pas euh, protégés par tous les outils hein, qui sont déployés au sein d'une entreprise. Donc, les défenses en fait, des entreprises sont un peu contrecarrées parce que derrière, on a utilisé un ordinateur personnel pour réaliser des actions dans le cadre professionnel. Et en fait, c'est ce qui fait que ben, même si des fois on a des briques de sécurité qui sont implémentées dans l'entreprise, ben, elles peuvent être contournées dès lors qu'on utilise aussi des postes personnels dans un cadre professionnel. Donc c'est là où vraiment les infostealers, on a du mal à les détecter, hein, même j'ai envie de dire les directions des systèmes d'information des différentes entreprises ont aussi du mal à les détecter. C'est vraiment à cause de ce volet, du fait qu'on utilise bon, ben, les identifiants ou même des comptes professionnels dans un cadre personnel. Et en fait, pour protéger, on va dire, les identifiants, il y a certaines choses à réaliser, hein. On parle par exemple de la double authentification, du fameux MFA, donc c'est l'authentification multifacteur. L'authentification multifacteur, elle est importante. Pourquoi? Parce que même si un attaquant peut compromettre des identifiants, donc un couple mot de passe, adresse email, nom d'utilisateur, mot de passe, etc. Ben, derrière, s'il n'a pas ce deuxième facteur qui est aussi disponible à sa main, il ne pourra pas valider, on va dire, une connexion. Donc, ne pourra pas valider soit une notification sur le téléphone ou un code temporaire qu'on peut recevoir par SMS ou quoi que ce soit. En fait, même ça ne pourra pas être validé. Donc, ça, c'est vraiment je dirais, le numéro un à implémenter dans la mise en place et dans les stratégies de protection. Derrière, on a aussi la partie service MDR, donc le volet euh, outils de sécurité, donc le fameux EDR qui est managé en 24/7 par des équipes de sécurité. Donc c'est quelque chose que nous, on propose de notre côté à travers deux éditeurs, hein, que ce soit CrowdStrike ou SentinelOne. On propose un service MDR, donc typiquement une surveillance continue avec les différents outils, et derrière une équipe en 24/7 qui gère les alertes et qui est en capacité d'alerter à tout moment d'une compromission. On a aussi, comme j'en parlais juste avant, de la plateforme Stoic Protect, hein, qui permet d'avoir vraiment une vue sur la surface d'attaque, mais aussi de vous prévenir et de prévenir les assurés dès lors que des identifiants sont compromis. Ça, on a, comme dit, des scans sur le dark web qui permettent de remonter l'ensemble de ces informations. Et en dernier, on a la partie Cyber Threat Intelligence. Donc, typiquement, dès lors qu'on voit des signaux sur le dark web ou qu'à travers nos différents canaux de communication avec d'autres équipes de sécurité, on a des informations, on est en capacité de proactivement alerter les différents assurés de la menace en cours. Donc, vraiment, avec l'ensemble de ces priorités ou même de ces stratégies de protection, on est en capacité de protéger les identifiants de nos assurés pour éviter les cas de ransomware. En ce qui concerne, on va dire, plus la détection, aussi le temps de présence des attaquants sur les systèmes d'information, en fait, on remarque que, comme dit, hein, sur le volet reconnaissance, les attaquants prennent plus de temps pour mener à bien leurs attaques. Et derrière, ça nous permet aussi, à travers les différents systèmes, de les détecter, puisqu'ils prennent plus de temps et qu'ils sont plus présents sur les systèmes d'information. Si on a des systèmes en fait, qui sont mis en place sur la partie supervision, hein, même la qualité de la supervision, on est en capacité de les détecter à un moment ou à un autre avant qu'ils déploient
leur charge virale, par exemple. Comme vous le voyez, hein, 22 jours, c'est assez vaste, c'est assez large. Donc, si des fois, on a une supervision qui est efficace, ben, on arrive à les voir. Mais derrière, si on a une supervision qui est inefficace, hein, ou insuffisante, que ce soit à travers de la médiocrité de l'outil qui est mis en place, ou même hein, si, par exemple, on n'a pas les bonnes équipes qui sont derrière, on ne pourra pas remarquer la présence des attaquants, même s'ils étaient là pendant des mois et des mois. On n'aura aucune idée qui était présent à un moment clé dans le système d'information. C'est pour ça que nous, vraiment, on se repose sur des systèmes qui sont fiables. On parle de CrowdStrike qui est le numéro 1 de l'EDR dans le monde. On parle aussi de Sentinel qui est le numéro 2 également. Donc voilà, c'est pour ça qu'on met, nous, un point sur le fait d'avoir des solutions qui sont efficaces et derrière aussi d'avoir une supervision avec une équipe en 24/7. C'est très important. Et c'est dans ce cas en fait que le MDR fait vraiment la différence, hein. C'est ce fameux outil EDR qui est lui managé en 24/7 par des équipes. Euh, Nous, on voit en fait que sur les 500 plus entreprises que l'on protège à travers le MDR, aucune d'entre eux n'a subi de ransomware en 2025 parce qu'on a été efficace sur le volet détection, parce que nos outils sont efficaces aussi sur le volet remontée des alertes. Derrière, cette coordination entre l'outil et aussi l'équipe derrière qui le manage rend le MDR le plus efficace possible et ça évite derrière d'avoir un ransomware qui est déployé sur nos différents assurés. Voilà. Ce qu'on disait aussi, c'est que les sauvegardes sont des facteurs clés dans la reprise dès lors qu'un ransomware est déployé. C'est pour ça aussi qu'on met un point d'honneur à avoir des sauvegardes sécurisées et immuables ou déconnectées du réseau. Parce que derrière, en fait, dès lors qu'un ransomware est déployé, le seul moyen de refaire partir l'activité du client qui a subi le sinistre, c'est de repartir à travers ces sauvegardes, hein. C'est les sauvegardes qui vont nous permettre de reconstruire le système d'information complètement. Et en fonction aussi de la qualité de ces sauvegardes, ça nous permet de reconstruire le système d'information le plus vite possible. On voit en fait que la durée moyenne de reconstruction est d'environ 18 jours. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas relancer l'activité en quelques jours. Ça veut dire juste que pour que la reprise soit complète et pleine de notre assuré, il faut environ 18 jours pour relancer l'activité à 100%. Il faut aussi savoir que avant de reconstruire un système d'information, on ne va pas repartir sur des bases qui sont encore vérolées. Donc, il faut aussi un temps d'investigation. Donc, typiquement, comprendre d'où est venu l'attaquant, comprendre ce qu'il a déployé, et derrière, ça nous permettra de reconstruire le système d'information pour relancer l'activité derrière. Par la suite, on a aussi les fraudes et les compromissions de messagerie. Ça, c'est vraiment l'incident qui est le plus fréquent sur notre portfolio d'assurés. Compromission de boîte mail et fraude au virement qui sont réalisées par le biais des mails. Les données qui ont été qu'on a remis en lumière montrent vraiment un problème de récurrence. En fait, les schémas d'attaque sont toujours les mêmes, dans le sens où on a la compromission d'accès à travers du phishing, qui sont, on va dire, le numéro 1 pour compromettre les boîtes mail des différents assurés qui sont victimes des fraudes au virement et autres. On pénètre la messagerie à travers pas mal de biais, soit à travers directement les adresses email, soit à travers les différents processus de paiement d'une entreprise. Et derrière, ça leur permet de mettre à bien leur attaque, de mener à bien leur attaque. Ils s'interfacent donc sur la messagerie pour derrière contourner les différents virements ou autres et ils mettent à bien leur scénario. Et derrière, c'est ce qui crée une fraude au virement. Derrière, en fait, cette ingénierie sociale, elle est aussi pilotée par de l'intelligence artificielle. On voit que l'IA a permis d'accélérer et d'amplifier l'efficacité de ce type d'attaque. Hein. Comme on disait, des messages vocaux qui sont générés par IA pour réaliser de la fraude au virement. On a des emails de phishing qui sont très réalistes maintenant, qui sont même
plus facile à réaliser. C'est tous ces facteurs en fait qui font que l'IA a permis de simplifier, on va dire, la réalisation de ces chemins de compromission. En fait, on voit que l'IA est très utilisée, même si c'est difficilement observable. On voit juste que en fait, les mails qui sont créés, qui sont réalisés par les attaquants sont beaucoup plus travaillés et ça rend les scénarios beaucoup plus réalistes. Et in fine, l'IA ne permet pas, on va dire, de créer de nouvelles catégories d'incidents ou autres. Ça permet juste d'améliorer les sinistres qui sont déjà connus et ça permet de les rendre beaucoup plus accessibles aux différents groupes d'attaquants. Ce qui permet voilà, d'avoir beaucoup plus de sinistres qui sont liés à la fraude et à la compromission de messagerie. Tout au début, on parlait aussi du volet supply chain et risque systémique. En fait, ce qu'on a vu aussi en 2025, c'est que le risque cyber il est plus étendu qu'au périmètre réseau ou même au périmètre messagerie. Derrière, on voit aussi la compromission de chaînes logicielles, typiquement d'éditeurs de logiciels qui ont été compromis ou même de prestataires des services. Ce qui fait que ça devient une nouvelle porte d'entrée pour les attaquants pour aller carrément attaquer les assurés in fine ou même les clients finaux de ces différents prestataires de services, de ces plateformes de cloud et autres. In fine, ces écosystèmes, ils sont directement fragilisés et même ils sont directement impactés, ce qui derrière impacte également nos assurés. C'est ce qui crée des incidents. Derrière, on a aussi investigué pas mal sur les dépendances logicielles qui sont compromises. Hein. In fine, on voit que sur certains sinistres, on va dire le vecteur d'intrusion a été in fine une dépendance logicielle qui a été compromise par les éditeurs, enfin chez les éditeurs de logiciels, et derrière, ça redescend directement vers nos assurés, ce qui fait que on a une orchestration d'une réponse qui est coordonnée entre plusieurs assurés, et derrière, on arrive à voir en fait cette même compromission chez plusieurs autres de nos assurés, et ça fait une sorte de gestion qui est plus globale. En dernier, on a aussi de la compromission de cloud et des pannes techniques qui sont à plus grande échelle. Des fois, on a des identifiants sur les différentes plateformes cloud qui sont compromises, qui ont permis de compromettre ces environnements. On a des campagnes de crypto-minage qui, in fine, vont faire flamber les coûts d'exploitation de ces environnements. Et derrière, on a une infrastructure cloud qui est totalement compromise et ça devient aussi un levier actif d'exploitation. Derrière, ça crée des interruptions importantes déjà chez le fournisseur de cloud, ce qui crée une interruption aussi de l'activité de nos assurés. Et in fine, les premiers symptômes, c'est vraiment des fournisseurs de cloud qui sont eux compromis, on a par la suite une panne, et derrière, les systèmes de nos assurés sont mis à mal. Voilà, donc ce qui donne qu'en 2026, on va vers vraiment une convergence des différents risques. Hein. On voit que l'IA, elle permet d'élever le niveau des attaquants sur le volet fraude, sur le volet compromission des botnets, mais également sur le volet ransomware. On voit que les attaquants, ils gagnent en maturité. On voit qu'ils gagnent en maturité sur le volet cyber. Hein, ils deviennent de plus en plus professionnalisés, ils vont aller de plus en plus vite sur tout ce qui est réalisation des attaques. Et derrière, on a aussi NIST2 qui va permettre déjà dans un premier temps d'augmenter le niveau de maturité cyber, d'augmenter le niveau de résilience également de nos différents assurés pour avoir, on va dire, un niveau de maturité cyber qui va permettre d'éviter, on va dire, le pire in fine. Voilà en tout cas pour la présentation. N'hésitez pas si vous avez des questions, on reste disponible. Merci Ayoub. Il reste en effet 6 minutes pour poser d'éventuelles questions. N'hésitez pas. Voilà, a priori, Ayoub a été très clair. Merci encore pour ton intervention.
Donc, vous voyez qu'il y a que l'équipe a pas mal travaillé en 2025. Il y a eu beaucoup de choses à gérer et qu'en parallèle, c'est évidemment capital de rester attentif à l'évolution de ces menaces. On en parle beaucoup partout pour tous les sujets, mais l'intelligence artificielle, comme Ayoub l'indiquait, a des côtés positif dans le sens que ça aide aussi les players comme nous à encore mieux et encore plus vite équiper nos clients contre les risques de cyberattaque. Mais le côté négatif, c'est évidemment que les criminels bénéficient aussi des performances de l'intelligence artificielle pour être eux aussi encore plus efficaces et pour aller beaucoup plus vite. Vous savez que Stoic a principalement pour objectif d'équiper les PME. Les PME sont, même si les statistiques ici pour 2025 montrent que la fréquence était inférieure à 10%, là où les plus gros, la fréquence était nettement plus élevée. Mais les PME restent évidemment une cible privilégiée des criminels, notamment en s'aidant de l'intelligence artificielle et de logiciels qu'ils développent. Il faut savoir que tout ça est très industrialisé, très organisé, très structuré. Ils constituent des sociétés de cybercriminalité où on voit des collaborateurs qui obtiennent des bonus en fonction de la quantité d'attaques qu'ils ont été capables de mener à bien. Et avec l'aide de cette intelligence artificielle, les criminels sont capables d'aller comme un grand filet de pêche que les chalutiers utiliseraient, d'aller attraper toutes les PME que l'IA identifie comme vulnérables et du coup d'aller arroser toutes ces PME avec des joyeusetés type ransomware. Donc, c'est vraiment capital que ces PME en prennent conscience et qu'elles s'équipent en conséquence. Et au niveau du risque de fréquence, Ayoub l'a beaucoup dit, la fraude reste vraiment problématique. C'est ce qui nous a pas mal occupé l'année passée également. Mais on verra qu'il existe aussi de très bonnes solutions pour limiter ce risque-là. Donc voilà, la menace est là, la menace continue d'évoluer, même très rapidement, mais Stoic, en l'occurrence, essaye d'évoluer tout aussi vite. Et ces rapports sont vraiment une très, très bonne ressource pour nous dire, OK, sur base de ce qu'on observe, où est-ce qu'on peut aller encore plus loin dans les solutions qu'on met à disposition de nos assurés pour éviter que cette sinistralité continue d'augmenter. Donc, c'est tout l'objectif et tout l'intérêt de Stoic. Je pense qu'on peut conclure là-dessus. Un tout grand merci pour votre participation et à votre disposition pour toute question relative à ce webinaire ou tout autre sujet. Bonne journée à tous. À bientôt. Bonne journée.